Donc aujourd'hui, le webinaire, la thématique, c'est les clés de la performance industrielle pour lancer l'industrie 4.0. Donc moi, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Je suis Nicolas Pétraud, j'ai 9 ans d'expérience en optimisation industrielle auprès d'une soixantaine de PME, PMI en région, accompagnés en région Pays de la Loire et Bretagne. Et je suis en veille constante sur les innovations technologiques de l'industrie du futur et sur les procédés industriels et les optimisations que l'on peut faire. Alors, il faut savoir qu'on constate régulièrement que des entreprises qui n'ont pas mené de projet d'optimisation industrielle vont avoir une performance aux alentours de 20% et les 80% restants, c'est de la non-performance. Donc, c'est ce pourquoi le client n'est pas prêt à payer. Donc, c'est vraiment important cette notion de client. C'est vraiment ce qui va définir et ce pourquoi on va travailler pour optimiser la performance. En travaillant uniquement sur les aspects d'irrégularité, d'excès, de gaspillage, on peut facilement faire croître une performance d'une entreprise de 20 à 50%. Donc, l'objectif de ce webinaire sera donc de vous présenter ces démarches qui vont être amont à l'industrie 4.0, mais aussi de transformation sur des technologies de l'industrie 4.0. Pour ce faire, il va y avoir 4 grandes parties. Première partie sur qu'est-ce que la performance, puis on parlera de définition du besoin, d'une approche orientée Lean Six Sigma et comment on mène un projet global de performance. Donc tout d'abord, la performance, qu'est-ce que c'est? Pour ce faire, je vais vous prendre un exemple simple qui est la société Apple. Classiquement, on dit que Apple est une entreprise qui est performante. Mais il va falloir creuser ça pour savoir si vraiment elle est performante ou pas et souvent quels critères. En fait, la performance, elle peut être définie suivant qui est le client. Et pour une entreprise, il y a différents clients. Il y en a 5. Le premier, c'est les actionnaires. Pour eux, une entreprise est performante si le ROI de l'entreprise est bon, si le bilan financier est bon, si la valeur des actions augmente. Donc pour Apple, on peut dire que oui, aux yeux de ses actionnaires, l'entreprise est performante. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue client, sur la fidélisation, sur la confiance, sur la compétitivité prix, sur la compétitivité hors prix. Là aussi, pour Apple, on peut dire que l'entreprise est performante. Dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, il y a la queue devant les Apple Store. Les gens attendent les keynotes de présentation des nouveaux produits. Il y a vraiment une attractivité, une performance du côté du client. Le troisième point de vue, c'est le point de vue des employés. Est-ce que c'est une entreprise où il fait bon vivre, bon travailler? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise, un plan de carrière? Là aussi, chez Apple, il y a peu de turnover. Les gens sont contents d'aller y travailler. C'est the best place to work, on peut dire. Le quatrième critère, c'est le critère des fournisseurs, sur l'assurance qualité, sur l'innovation, sur les conditions de travail. Alors là, ça se dégrade un petit peu, puisqu'une grosse partie des fournisseurs d'Apple sont en Asie, avec pas mal de problématiques sur les conditions de travail, sur les cadences, sur la pression au niveau tarifaire. Et on demande peu aux fournisseurs d'innover, en fait, on leur force les innovations. Donc, de ce point de vue-là, Apple n'est pas une entreprise très performante. Et le dernier point de vue, c'est le point de vue sociétal. Est-ce que l'entreprise travaille sur les aspects environnementaux de ses produits, sur les aspects humanitaires, sur le RSE? Là encore, Apple a des progrès à faire, puisque ces produits utilisent des terres rares. Il y a les problématiques de recyclage des batteries. Il y a eu
il y a la problématique du travail des enfants aussi. Donc, sur l'aspect sociétal, l'entreprise n'est pas performante. En fait, vous voyez que la performance de la société Apple, qui est dit comme bonne, elle dépend vraiment du point de vue d'où on se place. Suivant qu'on soit côté client, côté actionnaire, fournisseur, employé, ou sur l'aspect sociétal de l'entreprise. La performance de l'entreprise est vraiment définie par ces 5 facteurs. Après, la performance industrielle d'une entreprise, c'est encore différent. C'est un mélange d'approche technique, d'approche managériale et de progrès continu. Cependant, avec ces différents facteurs, il est difficile d'avoir un indicateur parlant pour pouvoir dire est-ce que je suis performant, est-ce que je ne le suis pas. Le seul indicateur qui va vraiment pouvoir vous permettre de savoir si vous êtes performant, c'est de faire le ratio entre le temps que vous passez à apporter de la valeur à un produit sur le temps total que vous passez à le fabriquer. Je prends un exemple. Vous faites des produits à la commande. Un client vous commande un produit le matin, vous lui livrez le soir, il s'est passé 7 heures de temps. Sur ces 7 heures, vous avez amené de la valeur à votre produit pendant 3,5 heures, ce qui est déjà pas mal. Votre performance, ça va être le ratio de 3,5 divisé par 7, donc 50%. Après, pour vraiment rentrer dans cette démarche d'amélioration de la performance, il va falloir changer un peu la culture de l'entreprise. Il va falloir partir dans une culture de la mesure. Avoir conscience des besoins qui sont critiques à la qualité, d'identifier les écarts entre ce qui est et ce qui devrait être, identifier les défauts de processus qui contribuent aux écarts, aux gaps, identifier les processus qui sont hors contrôle, les coûts, de la non-qualité, et bien sûr, identifier qu'est-ce qui apporte de la valeur au produit, ce pourquoi le client est prêt à payer. Donc maintenant, on va parler vraiment de définition du besoin. Qu'est-ce qu'on veut travailler? Comment on veut s'améliorer? Donc, c'est vraiment, il faut repenser le besoin. Il faut arrêter de penser au comment. Comment est-ce que je vais améliorer ma performance? Comment est-ce que je vais faire que mon processus va me produire plus de produits bons du premier coup? Il faut se poser la question du pourquoi. L'important dans toute réflexion, ce n'est pas de trouver immédiatement la solution, bien au contraire. Il faut se poser la bonne question. Quel est mon besoin réel? Et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez commencer à chercher des solutions et vous poser la question comment. Je vais, pour présenter cela vraiment concrètement, je vais vous présenter un exemple d'une entreprise qui est venue nous voir il y a quelques années en me disant « Je souhaiterais géolocaliser mes gabarits, mes matières premières en production ». Donc, on a été la voir, on a discuté avec elle sur la quantité de pièces qu'elle voulait géolocaliser, ces types de matières. On est rentré un petit peu dans le détail, puis on s'est dit on aimerait quand même voir vos ateliers, comment ils sont organisés pour bien comprendre votre besoin. Et en fait, quand on a visité l'atelier, on est arrivé dans des zones qui étaient un peu rangées de cette manière-là. Donc, on a demandé au client quel était son besoin réel. Il nous a répondu je perds beaucoup de temps à rechercher mes gabarits, mes matières premières. Donc, à cette question-là, la réponse, elle n'est pas forcément technologique. Elle peut être aussi organisationnelle. Par exemple, si votre enfant vient vous voir en vous disant « Papa, je n'arrive pas à trouver mon livre. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? On va mettre en place de la géolocalisation sur tes livres pour que tu les retrouves plus facilement. Ou alors, plus simplement, vous allez lui dire « Va ranger ta chambre pour retrouver plus facilement tes affaires. » De plus,
dans cette optique de ranger sa chambre, on va pouvoir la débarrasser de tout ce qui est inutile. Est-ce qu'il est nécessaire de retrouver dans la chambre un casque de chantier, des crayons de couleur, des livres, des jouets, des chaises, des tables, tout un tas de choses qui encombrent et qui ne sont pas forcément utiles à cet endroit. Donc, avec l'entreprise, on a travaillé sur l'organisationnel, sur l'optimisation de ses flux, sur l'aménagement de ses postes. Il s'est greffé au projet l'arrivée de nouvelles machines. Et en fait, il en a résulté pour l'entreprise qu'on est passé d'un poste de travail très chargé, avec beaucoup de matériel, à un poste de travail beaucoup plus épuré. Donc, oui, on a mené une démarche 5S au sein de l'entreprise. Mais on a aussi réagencé tous les autres postes. On a travaillé sur le flux pour avoir une meilleure cohérence et perdre moins de temps dans le déplacement. Ce qui a permis d'éviter le gaspillage des compétences. Plus de perte de temps à chercher des matières. On a créé un poste de logistique interne qui déplace la matière d'un poste à l'autre pour éviter que, par exemple, les soudeurs, qui sont une compétence rare, ne perdent du temps et gaspillent leurs compétences à déplacer de la palette. Ce poste de logistique interne, il a été entièrement financé par les gains de productivité générés par le non-gaspillage des compétences. Et la productivité de l'entreprise, elle accroît de 30% en 6 mois. C'est une démarche qui est avant tout terrain, puisque c'est là qu'on peut constater, mesurer, échanger avec les personnes vivant au jour le jour ces problématiques. Alors, je parle d'une approche orientée Lean Six Sigma. En fait, c'est 2 méthodologies. La première, le Lean, ce qu'on appelle l'amélioration par petits pas, a 2 objectifs principaux, le zéro gaspillage et le zéro inflexibilité. Ce sont les principes de l'amélioration continue élaborés chez Toyota dans les années 50 et théorisés dans les USA dans les années 90. Souvent, dans l'amélioration continue, on utilise la route Deming. Donc, c'est une amélioration qui se fait en 4 étapes. On planifie, on fait, on vérifie et on acte le changement. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a le système de management de la qualité, la petite cale qu'on oublie souvent, qui permet d'éviter de revenir en arrière. L'objectif de la c'est de chasser les 3 démons. Muda, Muri, Mura en japonais. Donc les Muda, c'est le gaspillage, la surproduction, le surstock, les déplacements inutiles, la surproduction, le surprocess, les mouvements inutiles, les erreurs, les défauts et les temps d'attente et délai. Puis il y en a un dernier dont on a déjà parlé, qui est la sous-utilisation des compétences. Il faut savoir que le pire de ces gaspillages, c'est la surproduction, parce qu'il génère tous les autres gaspillages. Si vous allez surproduire, vous allez vous déplacer plus, faire plus de mouvements, gaspiller de la compétence, générer plus de défauts, générer plus de stock, plus de transport. Après, vous avez les mouris, ce qu'on appelle les excès. Ça peut être des excès de qualité. On met 3 couches de peinture alors que la spécification en prévoit 2. Cependant, le produit va vous coûter plus cher que ce que vous aviez prévu de le vendre. Et puis les irrégularités. On produit trop vite, trop lentement. Il y a des variations, ce qui amène des irrégularités aussi au niveau de la qualité. Après, il y a l'aspect Six Sigma. C'est ce que l'on se sert pour mener les projets d'innovation de rupture, franchir des gaps technologiques. Les objectifs principaux de cette méthode, c'est de s'aligner sur la voie du client, avec un ciblage permanent sur la qualité.
ce sont vraiment les principes du Six Sigma qui permettent de mener ces projets de saut technologique à fort ROI à court terme. C'est une méthodologie qui a été élaborée chez Motorola en 1986 et utilisée massivement depuis 1998. Par exemple, je vais dans une entreprise de chaudronnerie, là aussi, classiquement, un cadre, c'est 4 pièces biseautées qu'on vient souder les unes aux autres avec du calage, des gabarits. Sur un projet d'innovation de rupture, on peut imaginer d'avoir une machine qui découpe des tubes, qui fasse des chanfreins, des biseaux, pour plus qu'on ait 4 pièces, mais une seule qui soit pliée à la fin, ce qui réduit la quantité de soudure, réduit les besoins en gabarit, donc améliore le temps de production et réduit les défauts qualité. Donc la démarche Six Sigma, contrairement à la démarche d'amélioration continue, n'est pas en 4 temps, mais en 5 temps. On a le premier temps, Define, où on va développer une charte projet claire basée sur un problème qui est réel, important aux yeux du client. C'est vraiment là où on va définir le projet. La deuxième étape, on va mesurer la performance actuelle, quantifier les problèmes et un ensemble de mesures pertinentes et fiables. Ensuite, on va identifier les causes racines, quantifier leurs effets sur la performance. Sur l'étape Improve, on va générer, sélectionner, déployer les meilleures solutions dans le cadre d'un projet pilote qui pourra être généralisé après au reste de l'entreprise une fois que la phase contrôle aura garanti que la solution est pérenne, efficace et fiable. Dans cette phase contrôle, on va aussi transmettre les informations aux autres collaborateurs pour qu'ils voient les possibilités d'optimisation de leur poste. Donc, le Six Sigma, par l'exemple, si je prends le cas d'une entreprise qui fait du traitement d'eau, Six Sigma, c'est la mesure de la variabilité, de l'écart type. Classiquement, dans une entreprise, on dit que 3,4 sigma, c'est un taux qualité qui est bon. Donc, c'est 3,4 pièces mauvaises pour 10 000 pièces fabriquées. À Six Sigma, on est sur 3,4 défauts par million de pièces. On n'est pas du tout sur la même échelle. Dans le cas d'une entreprise qui traite de l'eau, entre 3,4 et 6 sigma, on passe de 15 minutes d'eau non potable par jour à 1 minute tous les 7 mois. Dans les hôpitaux, c'est 5 000 erreurs par semaine à 1,7 erreurs par semaine. Pour les aéroports, c'est un atterrissage raté par jour contre un atterrissage raté tous les 5 ans. Et enfin, dans le domaine de l'énergie électrique, c'est 3 heures de panne par mois à 1 heure de panne tous les 34 ans. Alors, maintenant, on va parler concrètement, c'est comment on va mener un projet global de performance. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet global de performance doit être mené à partir de la réalité du terrain. On parle de démarche Sengen-Shugi. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le terme, c'est vraiment comment on doit mener cette démarche. On se place à un endroit réel, un lieu précis où le problème se produit, se détecte. Qu'est-ce qui est affecté par le problème? Quel produit? Quelle pièce? Quel processus? Et enfin, quelles sont les données chiffrées permettant de quantifier ce problème? Si vous êtes dans votre bureau, vous allez pouvoir savoir où se produit le problème. Qu'est-ce qui l'affecte? Ça devient un petit peu plus difficile. Et puis, récolter des données chiffrées, vous allez demander à quelqu'un de le faire pour vous, mais vous ne pourrez pas contrôler que ces données sont pertinentes ou pas, et si vous avez des écarts ou pas sur la manière dont elles sont prises. Donc, dans cette démarche, basée terrain, la première phase, ça va être l'audit. Aller voir sur place qu'est-ce qui se passe, quelles sont les problématiques,
aussi bien de flux, d'organisation de postes, de changement de série, de qualité, pas tout ce qui peut affecter la performance. Vous allez pouvoir comme ça recueillir toutes les données dont vous avez besoin. Idéalement, cette démarche-là, vous l'amenez en équipe pluridisciplinaire avec des personnes de bureau, des personnes de production qui auront des points de vue différents et qui permettront d'enrichir cette équipe. La deuxième étape va consister à réaliser la chaîne de valeur du processus en question. Donc, la chaîne de valeur, on parle aussi de VSM, donc Value Stream Mapping. Elle va permettre de mettre en exergue les temps à valeur ajoutée, les temps à non-valeur ajoutée. Et puis après, il y a un dernier critère, c'est la non-valeur ajoutée nécessaire. Donc, c'est ce pourquoi le client n'est pas prêt à payer, mais si vous ne le faites pas, il n'est pas satisfait. Si je prends par exemple le cas d'une voiture, quand on va acheter une voiture, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit performante, on veut qu'elle consomme peu. C'est ce pourquoi on est prêt à payer. Par contre, quand vous allez l'acheter, s'il manque le volant ou s'il manque les roues, vous allez être déçu. Cependant, ce n'est pas pour ça que vous achetez votre voiture. Donc, les roues et le volant, dans le cadre d'une voiture, c'est une non-valeur ajoutée nécessaire. Le client n'est pas prêt à payer pour ça. En fait, il ne paye pas pour ça, il paye pour tous les autres critères. Mais s'il ne les a pas, il sera déçu et mécontent. Donc, en traçant cette chaîne de valeur, vous allez pouvoir mettre en exergue toutes ces différentes catégories de temps et de processus, ce qui va vous permettre de travailler derrière à les optimiser. Il faut savoir cependant qu'un système de production sortira jamais des pièces plus vite que le poste goulot. Après avoir mené des actions d'amélioration sur ce poste, le second poste le plus contraint du système deviendra normalement lui-même le nouveau poste goulot de la ligne. On arrive à respecter les attentes du client que si aucun poste n'est sous contrainte. Et enfin, la dernière chose, et c'est l'erreur qu'on voit fréquemment, c'est qu'avant de chercher à optimiser un poste à valeur ajoutée, on va tout d'abord commencer à chercher à supprimer tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc, cette première VSM, on la réalise souvent sur paperboard avec des post-it, quelque chose de très simple. Là aussi, l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps. On cherche l'efficacité. On veut mettre en exergue les informations sur lesquelles on va travailler derrière. Si vous passez des heures et des heures à formaliser graphiquement cette chaîne de valeur, entre guillemets, vous êtes déjà dans de la non-performance. Après avoir vu les différents endroits où vous perdez de l'efficacité, où vous avez de la non-valeur ajoutée, il va falloir rechercher les causes premières. Pour ça, vous avez différents outils à votre disposition. Vous avez par exemple les diagrammes d'Ishikawa, ou de cause à effet, d'arête de poisson, ça dépend comment on l'appelle, qui va permettre de rechercher les causes potentielles, qu'elles soient matière, machine, méthode, de mesure, de milieu, de main-d'œuvre ou de management. Vous avez la méthode du QQOQ-CCP, qui, quoi, où, comment, quand, comment, combien, pourquoi. Souvent, dans cette méthode, on oublie un C, le combien. Je reviens dessus, c'est important. On est vraiment dans une culture de la mesure, de quantifier les problèmes, de pouvoir les mesurer et de savoir si on s'améliore, si on régresse ou s'il n'y a pas d'évolution. Donc, c'est pour ça que je parle derrière d'un plan de collecte de données. Tout projet d'optimisation de la performance, toute amélioration doit pouvoir se faire à partir de données fiables, quantifiables et mesurables. Enfin, une fois que vous avez trouvé les causes premières de défaillance, vous avez répondu au pourquoi, vous allez pouvoir travailler sur le comment je vais résoudre mes problèmes. Donc, rechercher des solutions.
Pour rechercher des solutions, moi, je préconise souvent d'utiliser la loi des 7. En fait, cette loi, elle est très simple. Elle dit que tant qu'on n'a pas trouvé 7 solutions à un problème, c'est qu'on n'a pas assez cherché. Et cette loi, elle dit aussi que si on ne trouve pas de solution à un problème, ben en fait, c'est qu'on n'a pas de problème. Tout problème a une solution, une ou plusieurs solutions. Il ne faut pas les négliger, il faut vraiment toutes les poser. Et après, seulement, on verra qu'est-ce qui est efficace ou non, trop cher, trop complexe, trop long à mettre en œuvre. Ce n'est pas parce qu'une solution est trop onéreuse pour une entreprise que ce n'est pas une solution viable. Donc, il ne faut pas la mettre de côté, a priori. Pour ces différentes solutions, avant de choisir celle qu'on va utiliser, on utilisera souvent une matrice de cause à effet qui permettra de voir quels sont les impacts et la performance de chaque solution. Enfin, une fois qu'on a trouvé les solutions à nos différents problèmes, on va pouvoir retracer une nouvelle chaîne de valeur. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur to be. Donc cette chaîne-là, par contre, on va la modéliser parce qu'elle permet de communiquer. Et elle va nous permettre de quantifier les améliorations du process en termes de performance, donc de temps, de non-valeur ajoutée sur temps à valeur ajoutée. Et c'est vraiment là que vous allez pouvoir voir si vous êtes encore sous contrainte au niveau de vos postes ou alors si vous avez encore de la capacité de production et, ou des nouvelles pistes d'amélioration. Enfin, il va falloir ordonner tous ces projets-là parce que quand on est sur une démarche d'optimisation de la performance, il y a différents petits, gros projets qui vont se greffer. Pour ce faire, moi, j'utilise souvent la matrice d'impact faisabilité. C'est une matrice qui est assez simple. Elle va nous permettre de prioriser les projets qui demandent peu d'efforts, mais qui ont un gain important. C'est les projets qu'on va mener tout de suite. Et puis, on verra vraiment à la fin les projets qui ont un impact faible et qui sont durs à mettre en œuvre ou très coûteux. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui va nous permettre de commencer à prioriser le projet. Après, vous avez entre les différentes étapes, des fois des liens de cause à effet. Vous n'allez pas pouvoir déménager un atelier avant d'avoir prévu le flux futur et l'emplacement des postes, par exemple. Donc, ce qui vous amène un cadencement plus facile. Maintenant que vous avez l'ordre de vos différents projets, vous allez pouvoir écrire un plan directeur d'optimisation. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? À quel moment je veux le faire? Donc, avec un planning, avec des équipes projets à chaque fois définies, décrites, avec des attendus de performance. Vous allez aussi construire dans cette phase-là ce qu'on appelle une matrice RACI, qui est communément utilisée pour la communication, mais qui permet aussi de faciliter les projets. Elle va vous permettre de définir qui est responsable de telle ou telle action, qui va approuver qu'elle est réussie ou non, qui va être en consultation, qui doit être informé, qui peut intervenir. Enfin, la dernière étape avant de démarrer, ça va être de partager la vision avec vos collaborateurs. Et quand je parle de collaborateurs, c'est vraiment avec toute l'entreprise. Les projets de performance, c'est des projets qui vont vraiment toucher tout le monde, aussi bien les opérateurs, les études, les méthodes, la comptabilité aussi, s'il y a des investissements à faire. C'est vraiment une démarche d'entreprise. Donc, il faut que tout le monde puisse voir quel est le projet, qu'est-ce qui va être fait, dans quel délai.
et pouvoir voir les impacts que ça va avoir aussi sur son métier. L'objectif, c'est vraiment de contribuer au changement, à l'amélioration et d'emmener tout le monde avec ça. Donc voilà, c'est les différents points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous le désirez, maintenant, je vais répondre à vos questions. Vous n'avez pas de questions? Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est un projet d'optimisation de la performance, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que ça va me demander beaucoup d'efforts au sein de mon entreprise? Alors ça, c'est une question qui est assez régulière. Je vais vous dire, ça va dépendre de la nature des projets. Si vous êtes sur des projets principalement organisationnels, plus que technologiques, c'est des projets qui vont être assez longs. Ça va prendre de 1 à 3 ans. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de mettre ça en place petit à petit, d'avoir de l'acculturation, de prendre vraiment en compte toutes les données, de faire participer les opérateurs, de les faire monter en compétences aussi, pour que derrière cette amélioration, elle vienne d'en bas et pas d'en haut, qu'elle soit impulsée par la production au lieu d'être poussée par la direction. Sur des projets de saut technologique, là, c'est des projets qui vont être très énergivores pour les entreprises. On est souvent sur des équipes pluridisciplinaires et on est sur des projets qui vont durer de 6 mois à 1 an. C'est pour ça que l'attente derrière, c'est des ROI qui sont forts à très court terme. Quand je parle de ROI fort, c'est avoir un retour sur investissement de 6 mois à 1 an.